Ma présentation va être quand même plus courte. L'idée, c'est vraiment de vous présenter le cadre théorique qu'on a, utilisé pour, développer des projets de recherche sur, la détransition, sur les discontinuations des transitions. Ça, c'est des projets, en fait, qui sont, qui s'insèrent dans les travaux de la chaire de recherche, sur les enfants, trans et leurs familles. Donc, on voulait vraiment bien situer, là, les assises théoriques qui nous ont permis de développer ça. Donc, juste pour vous, présenter un petit peu l'équipe, là, c'est moi qui présente toute seule, cette partie-là, mais on est plusieurs à avoir réfléchi ça et vous allez voir, ben, il y a en fait, Denise Médico faisait partie de la présentation, précédente. Alexandre Barry a présenté ce matin. Il y a aussi Mélanie Millette, Olivier Turbide. On a plusieurs, on a Morgane Gély qui va présenter tout à l'heure, coordination. On a d'autres employés aussi. Edith va être là, Rosalie va être là et voilà, collaborateurs et organismes partenaires qui est Jeune Identité créative. Donc, c'est vraiment un travail, c'est le fruit d'un travail d'équipe et je vous dirais que c'est le fruit d'un travail d'équipe depuis le tout début du projet. Pour vous mettre en contexte, lorsqu'on parle, de la discontinuation des transitions ou de la détransition, là, c'est vraiment on voit que de plus en plus de jeunes, personnes trans ou non binaires, qui affirment leur transitude, puis qui entreprennent aussi des démarches d'affirmation de genre, médicales, sociales ou légales. Et on sait aussi que la majorité de ces jeunes-là va sembler continuer avec les transitions. D'ailleurs, on voit, là, il y a des études qui vont dire que ça peut être quand même jusqu'à peut-être 3,5 mais la plupart des études qui regardent les jeunes qui ont fait des transitions médicales, la plupart vont s'entendre pour dire que ces jeunes, la majorité de ces jeunes-là vont poursuivre avec leur transition. Mais vous allez voir, il y a quand même des problèmes en fait à cerner ces groupes de jeunes-là. On va en parler tout à l'heure. Et puis, ce qu'on voit aussi au niveau du contexte, c'est que pour expliquer l'augmentation des jeunes qui vont aller chercher des transitions d'affirmation, des interventions d'affirmation de genre, ben, on l'a vu avec la présentation de Gianni tout à l'heure, là, il y a eu une augmentation au niveau des demandes. On l'a vu aussi en France avec Agnès Conda et sa collègue. Ben, on voit qu'il y a souvent des théories qui sont proposées. Là, j'en ai mis une, là, ROGD, qui est Rapid Onset Gender Dysphoria. Souvent, on va emmener des théories pour expliquer pourquoi il y a de plus en plus de jeunes, en fait, qui s'affirment comme ça. Et donc, ça pose en fait un problème au niveau de la perception que le public a par rapport aux jeunes trans, à la perception que le public pourrait avoir par rapport aux transitions, là, aux interventions d'affirmation de genre. En parallèle, on sait qu'il y a quand même des jeunes qui vont discontinuer cette transition-là, donc qui vont avoir commencé des interventions d'affirmation de genre ou qui vont avoir transitionné socialement, par exemple, et qui vont décider que ça ne convient plus. Donc, finalement, ils vont présenter leur histoire et on voit beaucoup de ces histoires-là sur les médias sociaux, mais aussi on les voit là, dans les médias traditionnels. Je suis certaine que vous avez vu certains articles qui ont passé. Et cette visibilité émergente-là des jeunes et l'idée, par exemple, du Rapid Onset Gender Dysphoria ont ravivé les débats sur les biens fondés d'offrir des soins médicaux d'affirmation de genre. On l'a vu, par exemple, en Angleterre récemment avec la cour autour de Kiara Bell qui a emmené Tavistock Health en cours pour en fait réduire l'accès aux soins d'affirmation de genre. Donc, on voit déjà qu'il y a un impact négatif. Donc, vous comprenez, en tant qu'équipe qui s'intéresse au bien-être principalement des jeunes trans et non-binaires, ben, c'est aussi important de s'intéresser aux jeunes qui discontinuent ces transitions-là parce que, bon, leurs besoins sont aussi importants et sont moins bien compris et probablement aussi très bien, moins bien desservis, mais aussi parce que ça peut avoir quand même un impact négatif si on ne comprend pas ce qui se passe derrière ce phénomène, du moins ce qu'on en entend. Pour commencer, je dirais que, un des problèmes, c'est qu'il y a quand même de la confusion au niveau des définitions. Parfois, on va parler de désistance, des fois, on va parler de détransition. Nous, on utilise beaucoup, le terme discontinuation des transitions qui a été proposé par Alexandre. Mais, quand on parle de désistance, souvent, on va parler ça va être des recherches qui vont parler de jeunes qui, heu, avaient une identité souvent de genre diverse ou qui vont exprimer leur genre d'une façon
qui vont faire peut-être une transition sociale, mais pas nécessairement. Donc, c'est vraiment souvent des jeunes qui vont avoir des comportements plus atypiques sur le plan du genre et qui, en grandissant, vont cesser d'avoir ces comportements-là. On l'a vu longtemps là, dans les recherches là, plus pathologisantes et c'est de là souvent que l'idée de désistance vient. En fait, cette idée de désistance-là est très, très critiquée ben, parce qu'en fait, elle amène l'idée que le genre devrait être binaire, qu'à un moment donné, c'est très, très stable, ça enlève toute l'idée de la fluidité. Donc, c'est un enjeu, mais on parle souvent de désistance. Quand on parle de détransition, on parle plutôt de la référence à l'acte de revenir dans un état pré-transition. Fait on fait souvent de retour en arrière. On va voir tout à l'heure que c'est pas comme ça que nous, on le voit dans notre projet de recherche, mais souvent, ça va être présenté comme ça. On peut décrire, en fait, Van den Busch décrit les détransitions médicales comme un arrêt des hormones ou des chirurgies, une détransition sociale comme un changement de pronom ou de statut social, et cetera. Fait que je pense que vous voyez la différence entre la désistance qui est comprise plus comme un arrêt de se présenter, mais sans avoir nécessairement fait de transition, tandis que la transition comme étant un arrêt d'un processus de transition qui avait été entrepris. On voit que dans la littérature jusqu'à maintenant, il y a quand même beaucoup de concepts qui sont entremêlés. Souvent, on va parler moi, j'ai vu souvent dans les articles de presse, par exemple, on présente des histoires de jeunes qui discontinuent une transition médicale, donc qui vont décider que ça ne convient plus après avoir fait une transition. Mais on va citer, par exemple, des statistiques sur la désistance de vieilles études des années 80 qui disaient qu'une grande partie des enfants allaient désister. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'idées qui s'entremêlent c'est ça, ça l'amène quand même des problèmes. Il n'y a pas aussi de consensus sur ce qu'est la détransition. Est-ce que la détransition, par exemple, ça implique nécessairement une transition médicale ou si tous les gens qui font des transitions sociales, c'est inclus là-dedans? Donc, il y a souvent des incompréhensions et ça contribue à nourrir les débats, évidemment. On a aussi que la littérature est souvent écrite en anglais, donc le vocabulaire en français, c'est plus limité, si on veut, pour parler de ça. Et on a aussi une absence de langage scientifique commun pour conduire à une utilisation qui peut conduire à une utilisation incohérente du terme puis ajouter à la confusion. Donc, on a quand même des problèmes conceptuels par rapport à l'idée même de la détransition. Donc, pour répondre aux problèmes, on a voulu proposer un projet et vous allez voir que les 2 prochaines présentations se basent sur ces projets-là, où est-ce qu'on essayait de comprendre, en fait, sur un plan conceptuel, qu'est-ce que c'est, en fait? C'est quoi les discours, entourant la transition de genre discontinuée chez les jeunes? Pour être capable de comprendre les discours, nous avons voulu, en fait, aller chercher les différents discours présents. Donc, on s'est concentré sur les jeunes personnes, avec un parcours de discontinuation elles-mêmes. On a aussi, une collecte de données auprès des professionnels qui travaillent en santé trans et on a aussi, une analyse de médias, de l'espace médiatique, médias traditionnels et sociaux, en cours. Donc, vous pouvez voir qu'en allant chercher des informations sur ces 3 dimensions, donc les jeunes, les professionnels et les médias, l'espace médiatique, ça nous donne une compréhension plus globale de ce qu'on veut dire par en fait la détransition, la discontinuation des transitions. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a mis sur pied ce projet-là. Maintenant, comment on a voulu l'aborder? Parce qu'on sait que en fait, ça peut emmener en fait, à une perspective qui est quand même pathologisante. On voit souvent l'idée de l'erreur. On entend souvent dans les médias, ben, c'était une erreur, la personne n'aurait pas dû faire ça, donc on devrait les empêcher de transitionner. Donc, en fait, nous, on a voulu développer un projet de recherche qui était respectueux de toutes les identités de genre. Donc, le point de départ, je vous dirais, euh, de tous les travaux qu'on fait à la chaire et dans l'équipe, c'est beaucoup l'approche transaffirmative qui est construite sur une vision non binaire du genre. Donc, le genre va au-delà du féminin et du masculin. Vous connaissez tous cette approche-là. C'est pas pathologisant, ça mise sur le respect de l'autodétermination des expertises des personnes. Et donc, ça implique que le genre puisse être pluriel, puis qu'une transition, et puis ce qui s'ensuit, qu'il s'agisse de continuer dans sa façon de se présenter, dans sa façon de s'identifier, ou qui nous amène à finalement changer un petit
peut modifier, discontinuer les processus qu'on a commencés. C'est un processus dynamique d'affirmation de soi et du genre. Donc, même une personne qui discontinue un processus de transition ou un processus d'intervention médicale, ben, ce n'est pas dans la perspective transaffirmative vu comme étant nécessairement un retour en arrière, c'est plus vu comme un processus, c'est une nouvelle affirmation de soi. Donc, l'approche transaffirmative, on l'a emmenée un petit peu plus loin pour ce projet-là et on dit qu'on utilise une approche qui est transaffirmative, anti-oppressive et fluide. Et pour ça, on a fait une amalgame en fait entre euh, deux façons en fait de voir l'approche transaffirmative. Donc, on a premièrement l'approche transaffirmative anti-oppressive qui va, elle, adopter une lecture intersectionnelle. Donc, essayer vraiment de comprendre l'impact des conditions sociales d'une personne sur ses expériences d'affirmation de genre, puis ça va miser sur la reconnaissance et l'autodétermination de la personne pour comprendre et affirmer son genre, puis l'importance de considérer les dimensions structurelles, sociales et juridico-politiques dans l'amélioration du bien-être, parce que pas tous les jeunes vont avoir besoin de la même chose, dépendamment de où ils sont situés sur le plan social. Donc, par exemple, une jeune personne trans autochtone peut avoir des besoins qui sont différents qu'une jeune personne trans blanche parce que peut-être que la façon de comprendre le genre dans la culture de jeune personne trans autochtone est différente au point que ça va influencer peut-être au niveau des besoins également. Donc, l'approche transaffirmative anti-oppressive, ça a vraiment une lunette très, très intersectionnelle et critique. Notre collègue Alexandre Barry et sa collègue Silverman ont proposé, dans le cadre de leurs travaux auprès des personnes trans âgées en perte de, en fait, en perte qui vivent, par exemple, l'Alzheimer, donc en perte d'autonomie cognitive, ont proposé l'approche transaffirmative fluide qui favorise une flexibilité sur le plan de l'identité de genre et qui insiste sur l'importance de soutenir ces personnes-là dans leur identification au moment présent. Donc ça constitue qu'une persistance ou une discontinuation ou une évaluation de l'identité de genre préalablement choisie, ben, c'est encore une fois, ça mise sur l'autodétermination des personnes et donc il faut y aller avec ce que la personne a besoin maintenant. Donc, en conclusion, lorsqu'on parle de discontinuation de transition ou de détransition ou des expériences D-trans, parce que souvent les personnes des communautés qui ont discontinué une transition pourraient utiliser cette étiquette D-trans-là, ben, elles sont analysées en fait à la partir de l'approche transaffirmative, anti-oppressive et fluide. Et ça nous permet de développer une compréhension plus inclusive et nuancée des expériences. Puis ces expériences-là de discontinuation sont comprises comme étant euh, une autre facette de l'affirmation de l'identité, peu importe son devenir trans, cis, non-binaire ou autre, et une continuation en fait du processus d'exploration de soi.